le démon qui ressemblait à une personne. Imaginez trouver un corps en feu au bord d'une route déserte. Imaginez maintenant découvrir que le corps a été si brutalement mutilé que la victime a eu les doigts, les orteils, le nez et les oreilles volontairement arrachés. Voici l'histoire vraie d'un prédateur qui a utilisé une fausse identité pour attirer une jeune infirmière vers une mort atroce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun cas comme celui-ci. C'était une soirée ordinaire à Stonington, dans le Connecticut. Cette petite ville rurale, connue pour ses collines ondulantes et ses routes sinueuses particulièrement sombres à la nuit tombée, allait devenir le théâtre d'une découverte macabre. Un automobiliste circulait sur une route isolée lorsqu'il a aperçu ce qui semblait être un feu de broussailles. Inquiet, il s'est arrêté et a appelé les pompiers. Alors qu'il cherchait un extincteur, un chef des pompiers local est arrivé sur les lieux avec son propre équipement. Le pompier commença à lutter contre les flammes, mais réalisa rapidement qu'il ne s'agissait pas d'un incendie ordinaire. Au milieu des flammes, une silhouette humaine était visible. À cet instant, la scène cessa d'être un simple incendie pour devenir une scène de crime. Avec une extrême prudence, le pompier a pointé l'extincteur vers le haut, permettant au produit chimique de retomber délicatement sur le corps, éteignant ainsi l'incendie sans détruire aucune preuve potentielle. La police de l'État du Connecticut a immédiatement bouclé la zone et fermé la route pour enquête. Le corps était carbonisé au point d'être méconnaissable. Il avait été enveloppé dans plusieurs couches de plastique, de couvertures, de draps et de rubans adhésifs, comme si le tueur avait soigneusement préparé le paquet. La façon dont il était emballé indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas de la scène du crime, mais plutôt d'un site d'enfouissement. La responsabilité d'identifier la victime incombait au docteur Ira Kanner, médecin légiste fort de 30 ans d'expérience et de plus de 4000 autopsies à son actif. Pour lui, gérer des scènes horribles faisait partie intégrante de son travail, mais cette affaire présentait des défis uniques. Lorsque le corps est arrivé à la morgue, encore enveloppé dans du plastique, l'équipe a dû retirer soigneusement chaque couche pour préserver les preuves. La découverte a été choquante. Il s'agissait d'une jeune femme, probablement dans la vingtaine, à la peau claire, peut-être noire ou latino-américaine. Mais le plus troublant restait à venir. La victime avait été systématiquement mutilée. Il lui manquait le nez, les oreilles, tous les doigts et les orteils. Une zone du bas du dos avait également été retirée chirurgicalement. La première impression du docteur Kanner était claire. Quelqu'un avait délibérément tenté de dissimuler l'identité de la victime. Pas d'empreinte digitale, pas d'orteils pouvant porter des bagues ou des tatouages, pas de traits distinctifs du visage, l'identification était extrêmement difficile. L'examen a révélé que l'avant du corps avait été brûlé beaucoup plus gravement que l'arrière, indiquant que la victime était allongée sur le dos lorsqu'elle a été brûlée. La zone du dos en contact avec le sol est restée relativement intacte et c'est là que le docteur Kanner a fait une découverte cruciale. Le tueur avait commis une erreur stratégique. Il avait laissé intactes les dents de la victime. Les dossiers dentaires constituent une forme d'identification infaillible tant que les dents n'ont pas été extraites. La famille de Rebecca a fourni son dossier dentaire qui lui a été remis en main propre par la police de Long Island. Le cabinet du docteur Kanner a comparé le dossier avec les dents de la victime et la match était parfaite, aussi reliable que des empreintes. Rebecca Coher de Long Island était bien la femme retrouvée brûlée vive au bord d'une route dans le Connecticut. Le plus difficile restait à accomplir, informer la famille. Barbara, la mère de Rebecca, se souvient parfaitement du moment où elle a appris la nouvelle. Des enquêteurs l'attendaient chez elle et elle a immédiatement compris que c'était une mauvaise nouvelle. Quand ils ont confirmé avoir retrouvé Rebecca et qu'il s'agissait d'un homicide, Barbara s'est précipitée hors de la maison en criant que quelqu'un avait tué son bébé. Rebecca était une jeune femme dynamique et heureuse, très proche de sa mère. Elle travaillait comme aide-soignante auprès d'adultes avec des troubles du développement et adorait son travail. Comme beaucoup de jeunes de 24 ans, elle aimait sortir et s'amuser avec ses amis. La nuit de sa disparition, Rebecca avait prévu de sortir avec sa meilleure amie Nicole et son petit ami Dan. Avant de partir, elle jouait avec son frère et essayait de lui voler ses frites. Elle a dit à sa mère qu'elle irait à leur lieu de rencontre préféré, qu'elle y passera un moment, puis qu'elle rentrerait dormir et travailler le lendemain matin. Barbara travaillait de nuit et vers 3h30 du matin, elle a reçu un appel de Rebecca, lui confirmant qu'elle était bien rentrée à la maison. Ce fut le dernier échange entre la mère et la fille. Lorsque Rebecca ne s'est pas présentée au travail, Barbara a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Il était inhabituel pour Rebecca de ne pas communiquer ou de ne pas répondre aux appels de sa mère. Inquiète, Barbara a contacté Nicole, qui lui a dit qu'elle était partie plus tôt que prévu, laissant Rebecca avec Dan et d'autres amis. Le petit ami de Rebecca, Dan, est devenu naturellement le principal suspect.
C'était une nouvelle relation, rien de sérieux, mais quiconque a été en contact avec une victime de meurtre éveille automatiquement les suspicions. Interrogé, Dan a déclaré avoir déposé Rebecca chez elle à 3h30 du matin et l'avoir raccompagnée jusqu'à la porte d'entrée pour s'assurer qu'elle rentrerait en toute sécurité. Il jurait qu'il aimait Rebecca et qu'il ne lui ferait jamais de mal. Les enquêteurs ont suggéré à Dan de passer un test polygraphe pour laver son nom. Étonnamment, les résultats ont révélé qu'il mentait. Cependant, les enquêteurs n'étaient pas tout à fait convaincus de son implication. Dan a finalement coopéré à l'enquête, a permis la fouille de son domicile de fond en comble et rien n'indiquait la présence de Rebecca. De plus, lorsque les enquêteurs ont confronté d'autres personnes présentes dans le groupe ce soir-là, leur version concordait parfaitement. En l'absence de preuves solides contre Dan, les enquêteurs ont dû élargir le champ des suspects. Ils se sont tournés vers le docteur Kanner pour déterminer l'heure de décès. Le médecin expliqua que Rebecca avait été vue en train de boire au bar et qu'une personne normale métabolise environ un verre par heure. Cependant, les analyses toxicologiques révélèrent qu'elle ne contenait plus d'alcool au moment de son décès. Le métabolisme s'arrêtant après la mort, elle était donc restée en vie pendant une période significative après avoir quitté le bar. Le docteur Kanner estima que le décès est survenu environ 4 heures après que Rebecca ait été vue pour la dernière fois, mais avertit que déterminer l'heure exacte du décès est une science inexacte. La famille a réussi à accéder au relevé téléphonique de Rebecca et a découvert un élément crucial. 2 appels reçus tôt le matin provenant tous deux du même numéro. 617. Les appels ont eu lieu à 4h10 et 4h27 du matin. Les enquêteurs ont suspecté que celui qui a parlé à Rebecca à 4h27 du matin était probablement la dernière personne qui avait vu Rebecca vivante, et peut-être son meurtrier. La police a rapidement obtenu les relevés de téléphone du numéro. En triangulant les antennes relais, elle a pu tracer les déplacements de l'appelant. Les données ont montré que l'appelant se déplaçait d'ouest en est en direction du domicile de Rebecca. Le premier appel à 4h10 a duré environ 15 minutes. Le second, à 4h27, n'a duré que 20 secondes. Compte tenu de l'emplacement des antennes et de la durée du dernier appel, les enquêteurs ont supposé que l'appelant se trouvait au domicile de Rebecca, ce qui les a probablement prévenus de son arrivée. Lorsqu'ils ont essayé de nous rejoindre, le numéro n'a pas répondu. Le numéro 617 n'était pas enregistré dans un système. C'était un téléphone jetable, intraçable. Pendant ce temps, le docteur Kanner s'efforçait de déterminer la cause exacte du décès de Rebecca. Un moyen de savoir si une personne était vivante lors d'un incendie est de rechercher de la suie dans ses poumons. S'il y a de la suie, cela signifie que la personne respirait dans l'incendie. Après seulement 5h30 de délibération, le jury a déclaré Evans Gantier coupable. Il a conclu, au-delà de tout doute raisonnable, que la cause et les circonstances du décès étaient un meurtre à l'arme blanche. Le juge a condamné Gantier à la peine maximale de 25 ans de prison à vie et a condamné son comportement incroyablement cruel après la mort de Rebecca. Barbara, la mère de Rebecca, a déclaré que la condamnation de Gantier lui avait apporté plus de soulagement que de bonheur. Le soulagement de savoir qu'il ne se retrouverait plus dans la rue à faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais cela n'a pas ramené Rebecca à la raison. Elle a admis qu'elle aurait aimé être du genre à pardonner, mais qu'elle n'en était pas capable, du moins pas dans ce cas-là. Comme l'a dit le docteur Kanner, dans ce cas précis, si on n'avait pas découvert ce qui était arrivé à Rebecca, ou qui elle était, elle aurait été enterrée dans une fosse commune et personne n'aurait rien su. Ils ont vraiment parlé au nom des morts. Le coroner et la police ont obtenu justice. Notre chaîne rencontre des difficultés à monétiser ces vidéos en raison de la présence de contenus liés à des faits divers. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous aider à poursuivre notre production, pensez à faire un don. C'est rapide, sécurisé et ça fait toute la différence. Cliquez simplement sur le bouton en forme de cœur « Merci beaucoup » juste en dessous de la vidéo ou accédez au lien dans la description. Chaque don nous aide grandement à maintenir la chaîne active et à continuer de vous faire découvrir ces histoires romantiques. Merci beaucoup pour votre soutien. Les poumons de Rebecca étaient exempts de suie, confirmant qu'elle était déjà morte lorsqu'elle a été brûlée. Le médecin a ensuite recherché d'autres blessures qui auraient pu causer son décès. En raison des brûlures, les blessures externes étaient difficiles à identifier. Le docteur Kanner a examiné tous les organes vitaux et a constaté une blessure par arme blanche au foie, accompagnée de plusieurs centaines de centimètres cubes de liquide et de sang coagulé dans la cavité abdominale. Mais il n'était pas certain que la blessure au foie ait été fatale. Rebecca avait également 4 blessures au cou, mais en raison des brûlures, il était difficile de déterminer si elles étaient pré- ou post-mortem. Le médecin a expliqué que le cou contient des veines et des artères, et que si une personne est vivante au moment de la section de ces veines, de l'air peut y être aspiré.
Cela peut provoquer une embolie gazeuse qui atteint directement le cœur, l'empêchant de pomper le sang et entraînant une mort quasi instantanée. Les radiographies ont confirmé les soupçons du docteur Kanner. Une quantité visible d'air et de sang dans le cœur indiquait qu'au moins une des blessures au cou s'était produite du vivant de Rebecca, et que l'air avait été aspiré dans le système veineux, atteignant directement le cœur. En raison des multiples causes de blessures, le docteur Kanner a officiellement retenu la cause du décès comme étant la conséquence de toutes ces blessures. Il s'agissait sans aucun doute d'un homicide. Rebecca avait été délibérément poignardée à plusieurs reprises au cou et au foie. Une fois la cause du décès déterminée, la police a recommencé à suivre les déplacements de Rebecca. Grâce à des interrogatoires, elle a découvert que le groupe s'était rendu au bar Butcher Boy, équipé d'un système de surveillance. La vidéo montre Rebecca assise seule, tandis que son petit ami et ses amis discutent avec d'autres personnes. On voit un homme s'approcher d'elle, un peu plus âgé que la moyenne des 23 ans, vêtu de façon classique d'un gilet sans manches et d'apparence inoffensive. Il s'est rapidement approché de Rebecca et ils ont communiqué un moment. Plus intéressant encore, la vidéo les montrait tous deux utilisant leur téléphone ensemble. Ils semblaient échanger des informations. L'homme a pris le téléphone de Rebecca et a composé un numéro. Sur la base de ce qu'ils ont vu, les enquêteurs ont réinterrogé les personnes qui étaient avec Rebecca cette nuit-là. Une femme nommée Jennifer s'est souvenue d'un fait nouveau. Jennifer a décrit l'inconnu au bar, disant qu'il la mettait très mal à l'aise. Il était insistant et posait des questions étranges. Il a même pris son téléphone et a composé son nom et son numéro, espérant qu'elle l'appellerait. Les détectives de la cybercriminalité ont extrait des informations du téléphone de Jennifer et ont découvert qu'une personne nommée Jay Brown avait entré le numéro 617 dans sa liste de contacts. Finalement, ils avaient un suspect principal pour le meurtre de Rebecca. Le numéro 617 qui apparaissait dans les relevés téléphoniques de Rebecca était le même que celui que Jay Brown avait enregistré dans le téléphone de Jennifer. Mais avant de pouvoir retrouver Jay Brown, ils reçurent un message urgent du laboratoire de criminalistique du Connecticut. L'expert en empreintes digitales avait réussi à analyser le ruban adhésif qui entourait le corps de Rebecca et avait relevé 2 empreintes digitales, ses pouces gauche et droit, sur la face adhésive du ruban. Il était extrêmement rare de relever des empreintes digitales sur la face adhésive du ruban adhésif, surtout après un incendie. Les empreintes ont été téléchargées dans la base de données de l'État et en quelques heures, identifiées comme appartenant à Evans Gantier. Les enquêteurs avaient désormais 2 suspects principaux, Jay Brown, sans casier judiciaire, et Evans Gantier, dont le casier judiciaire était vierge. Le casier judiciaire de Gantier n'était pas particulièrement grave, mais il comportait des incidents conjugaux avec sa petite amie, des allégations selon lesquelles il l'aurait exploitée à des fins de prostitution, ainsi qu'un penchant pour les photos de femmes dans son garage. Les enquêteurs ont demandé à Jennifer de retourner au poste de police. Sachant que les empreintes digitales d'Evans Gantier figuraient dans la vidéo impliquant Rebecca, ils ont préparé une présentation photographique. Jennifer a formellement identifié Gantier comme étant la personne qui avait pris son téléphone, s'est présentée comme Jay et a composé son numéro. La révélation était claire, Jay Brown n'était pas une personne réelle, c'était un pseudonyme utilisé par Evans Gantier. Des enquêteurs ont concentré toutes leurs ressources pour retrouver Gantier. Ils savaient qu'il possédait un SUV et que sa petite amie vivait dans le Bronx. Après une surveillance, ils ont localisé le véhicule garé près du domicile de sa petite amie. Le lendemain, Gantier a été aperçu en train de monter dans le véhicule et a été arrêté. Il a été conduit au commissariat où il a été interrogé par 2 enquêteurs. Étonnamment, Gantier a consenti à la perquisition de son véhicule et de son domicile. Dans son garage, ils ont trouvé un rouleau à peinture, une brosse à cuançonner, un balai, un nettoyant de ciment, de la peinture et un bac à peinture. Une zone avait visiblement été nettoyée et repeinte, ce qui semblait suspect, mais rien ne permettait de relier directement Rebecca à cet endroit. En revanche, lors de l'analyse du véhicule au laboratoire de sciences policières, des taches roulouches suspectes ont été découvertes sur toute la voiture. Une tache de sang coulait sur la console côté conducteur. Entre le siège et la console, où une personne assise pourrait facilement se couper, une flaque de sang s'est formée sur le floor. Les tests ADN ont confirmé que le sang appartenait à Rebecca Coher. Ils ont pu prouver ainsi que Rebecca se trouvait dans le véhicule de Gantier et qu'un incident violent s'était y produit. Face à ces preuves accablantes, Gantier n'a pas avoué. Il s'est plutôt lancé dans une défense élaborée. Il a déclaré « Je vais vous le dire, mais vous ne croirez pas ce qui s'est passé ». Gantier prétendit avoir rencontré Rebecca au bar où ils avaient simplement discuté. Il décida de l'appeler pour poursuivre la fête.
Elle lui indiqua le chemin pour se rendre chez elle. Sur le chemin, elle commençait à baver comme si elle avait une urgence médicale. Arrivée chez lui, il ouvrit le garage et Rebecca était si titubante qu'elle a eu besoin d'aide pour se marcher, nécessitant son bras pour se tenir. Il l'emmena dans le garage pour essayer de lui donner un verre d'eau. Selon son récit, alors qu'il marchait dans l'allée, Rebecca trébucha sur des haltères, se cognit la tête contre le ciment et s'est mise à saigner abondamment. Il l'installa à l'arrière de son SUV et se rendit à l'hôpital Maffer, mais en chemin, il constata qu'elle avait cessé de respirer. Lorsqu'il la ramena chez lui, elle était morte et il paniqua. Il tenta de grignoter son identité pour la faire passer pour une personne disparue. Il avoua avoir coupé ses doigts et ses orteils et avoir gravé le tatouage dans son dos. Il raconta ensuite avoir emballé le corps à l'arrière de son SUV et s'être rendu au ferry de Port Jefferson. Une fois dans le Connecticut, il a continué sa route jusqu'à ce qu'il arrive près de Stonington. Ne sachant quoi faire du corps, il a fait le plein, a fait un tour, puis a paniqué. Il voulait simplement sortir le corps de la voiture. Il s'est donc arrêté à l'endroit où il avait été trouvé, a jeté ça sur le bord de la route, y a versé de d'essence et y a mis le feu. Mais lorsqu'on voit la brutalité et les actes horribles qu'il a commis, il devient clair qu'il ne dissimulait pas un accident, il essayait de dissimuler un meurtre. Les enquêteurs expérimentés savaient de Gantier mentait. Mais savoir et faire admettre à un suspect un mensonge sont deux choses différentes. Le moyen le plus efficace de le confronter était de lui présenter la vérité médicale. Les enquêteurs avaient besoin que le docteur Kanner réfute la version de Gantier, faute de quoi il risquait d'être condamné pour un chef d'inculpation bien plus léger, profanation de cadavre plutôt que meurtre. Il devait prouver que Rebecca était vivante au moment de l'incident. Le docteur Kanner était catégorique. Rebecca était bel et bien vivante lorsqu'elle a été poignardée au foie, comme en témoignent l'hémorragie hépatique et la présence de liquide et de sang coagulé dans la cavité abdominale. Elle était également vivante lors d'au moins une des blessures au cou, comme en témoigne l'embolie gazeuse. Gantier affirmait avoir trébuché, se cogné la tête et décédé. Mais lorsque le médecin a examiné sa tête, il n'y avait aucune trace de fracture du scral, d'hémorragie sous-durale ou de traumatisme. L'autopsie a révélé qu'elle était morte des suites des blessures au cou et au foie, et non de l'histoire fantastique d'une chute. Fort des conclusions irréfutables du coroner, les enquêteurs ont inculpé Gantier du meurtre au second degré. Même pendant le procès, il clamait son innocence, affirmant qu'il avait été victime de toute la situation. Un des points les plus importants pour le jury était la preuve matérielle qui réfutait sa version. Si la version de Gantier était vraie, Rebecca n'aurait jamais saigné sur le siège avant de la voiture. Il affirmait l'avoir placé uniquement à l'arrière du SUV, jamais sur le siège passager. Comment le sang aurait-il pu arriver là, autrement que par un acte de violence? Le procès a duré 4 semaines éprouvantes. La mère de Rebecca était présente tous les jours et sa douleur était palpable. Elle voulait être sûre d'être là pour Rebecca et d'obtenir justice.